Eh bien, bienvenue pour ce webinaire « Quel projet alimentaire pour mon foncier agricole ?» On avait 90 participants inscrits, on a 32 spectateurs qui sont là. J'espère qu'il y en a encore quelques-uns qui vont arriver au fur et à mesure dans les minutes qui suivent, mais je vous propose de commencer. Tout d'abord, quelques mots sur les règles Zoom. On est sur un format webinaire, donc les participants n'ont pas la possibilité de prendre la parole. On peut éventuellement vous la donner si vous levez la main, mais ce n'est pas ce qu'on va privilégier parce qu'on est quand même beaucoup. Par contre, n'hésitez pas à utiliser la discussion pour poser vos questions, éventuellement pour passer vos messages. Et dans tous les cas, le replay de ce webinaire sera disponible dans 10 jours à tous les participants inscrits. Et aussi, on essaiera de faire une foire aux questions, parce qu'il y a souvent beaucoup de questions auxquelles on ne peut pas répondre. Et là, on prendra une ou deux questions à la fin de chaque partie, mais n'hésitez pas à en rajouter, on essaiera d'y répondre et de les renvoyer. Avant de commencer, peut-être pour vous présenter les deux intervenants, donc Lise Spencer, qui est coordinatrice du pôle promotion de la bio au GAB 56, que vous devez voir, qui est là, qui doit avoir sa caméra allumée. Bonjour à tous. Oui, je vous entends. Et moi-même, Anne Randall, je suis coordinatrice du pôle alimentation et territoire à Agrobio 35. Donc, c'est un webinaire qui vous est présenté par le réseau GAB-FRAB et qui fait suite à un premier webinaire qu'on avait réalisé au niveau régional en avril dernier sur la souveraineté alimentaire. Donc, notre réseau, le réseau GAB-FRAB, fait partie du réseau de la Fédération nationale de l'agriculture biologique, qui regroupe 10 000 adhérents, agriculteurs et agricultrices bio. Et en Bretagne, on est une soixantaine de salariés qui sont répartis dans 6 structures. Nos missions, c'est d'accompagner les agriculteurs bio sur le plan technique, économique, environnemental, de développer des filières bio territoriales, d'installer, de former, de mettre en réseau les futurs agriculteurs bio, de favoriser la diffusion des pratiques les plus vertueuses vers l'agriculture conventionnelle, et puis aussi de promouvoir l'alimentation bio-locale auprès des citoyens, des territoires, avec l'idée que c'est pour nous une solution qui est incontournable pour la transition agricole et écologique des territoires. Ce webinaire, il est organisé en partenariat avec Bruded. Donc, on a 2 personnes qui sont là de Bruded et qui témoigneront à la fin du webinaire. Donc, c'est un réseau d'échanges bretons entre collectivités sur les thématiques du développement durable. Et en ce moment, Bruded mène un cycle de visites pour les élus sur le sujet « Encourager la production alimentaire ». Avant de commencer, je vous propose un tout petit sondage pour savoir qui est derrière l'écran. Ça va nous aider à savoir qui est là. Vous devez voir la question apparaître. Qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes un ou une élue, agent des collectivités, acteur de terrain ou autre? Alors, on a presque tout le monde qui a répondu. 42% des personnes qui sont là sont agents dans les collectivités, 31% sont des élus, 18% autres. On est intéressé de savoir qui c'est, hein. N'hésitez pas à nous le dire dans la discussion, et aussi des acteurs de terrain qui sont là. Merci à tous. Voilà, j'ai partagé. Ah oui, vous ne pouviez pas voir les résultats, maintenant vous les voyez. Voilà. Alors, on continue. Donc, le programme de ces 2 heures, on va s'arrêter, on va essayer de tenir au maximum le timing, de s'arrêter à 16 heures. Il y a beaucoup de monde, voilà, posez vos questions. On aura une première partie où on va voir quels sont les grands objectifs de ces projets alimentaires qui sont portés par les communes et en quoi cela répond à des enjeux de territoire. Voilà, ça va être un peu un plan large sur les grandes questions. Et puis, la deuxième partie, on va rentrer dans le vif du sujet. On va décortiquer les différentes étapes de ces projets-là, les caractéristiques de chacun d'entre eux et les avantages et les inconvénients des différents types de projets. Et puis, en troisième partie, des témoignages pour venir illustrer avec 4 exemples. 4 exemples pour donner du grain à moudre, on va dire.
En préambule, ce que je voulais vous dire, c'est que nous, on organise ce webinaire avec notre casquette d'acteurs de terrain. Nos structures départementales, elles accompagnent depuis longtemps, depuis plus de 25 ans, l'installation en bio sur le territoire, la restauration collective bio et locale. Donc, on a été un peu aux premières loges de ces types de projets et on continue à l'être. Mais voilà, on a vraiment cette casquette de terrain. Et puis, en préambule aussi, de vous dire que dans les étapes de ce type de projet, on se place sur la deuxième étape. On ne va pas parler de l'acquisition ou de la gestion de foncier agricole. Ça, c'est un sujet à part entière, complexe, et nous, on n'est pas des experts du foncier. Donc voilà, j'espère qu'il n'y aura pas des attentes déçues et qu'on a bien communiqué là-dessus. On ne va pas parler de ça pendant ce webinaire-là. Par contre, je peux vous renvoyer vers la formation qui est organisée par Terre de Liens et la FNAB. Je mets ça dans le fil de la discussion, le lien vers une formation qui va être organisée vraiment sur la maîtrise du foncier agricole. Avec les questions que vous posez peut-être, comment la collectivité peut acquérir du foncier. Alors, j'essaie juste de comprendre pourquoi je ne peux pas. Je vais y arriver. Pourquoi je ne pouvais pas mettre des choses dans la discussion. Voilà. Ça y est, je vous ai mis le lien. Voilà, des questions que vous avez peut-être sur comment on acquiert du foncier, comment on fait un bail rural environnemental, etc. qui seront répondues dans cette formation. Je continue. Alors, pourquoi un projet alimentaire? Donc, dans cette première partie, on va travailler à définir et prioriser les objectifs. Un petit mot d'abord du contexte. Je vous ai mis là dans la diapo suivante. J'espère que vous la voyez bien. Des titres récents des journaux locaux sur ce sujet. C'est un sujet, nous on le constate partout dans notre réseau, dans les autres structures départementales du réseau de la FNAB en France, on est de plus en plus sollicité par les territoires, les communes, pour accompagner ces types de projets-là, et encore plus depuis les municipales de 2020. Donc, on échange beaucoup nos expériences entre nous au sein du réseau parce que ça reste des projets nouveaux et nous aussi, on a besoin de capitaliser et de s'améliorer pour mieux répondre aux besoins des collectivités. Et puis, parfois, ça pose aussi des questions dans nos structures qui sont des groupements de producteurs sur la question de la concurrence, sur le rôle des collectivités dans la production alimentaire. Donc, voilà, on est sur un sujet en cours. Un petit mot pour comprendre un peu pourquoi on a de plus en plus de ces projets qui sont en cours. Il y a globalement une dynamique sur l'alimentation dans les collectivités. Il y a plus de la moitié, je vous ai mis la carte là, des PAT en Bretagne. On voit qu'il y a plus de la moitié des EPCI qui ont des projets alimentaires de territoire en cours en Bretagne. Elle souhaite maintenant s'impliquer dans la relocalisation de l'alimentation, dans la transition agroécologique. Et ce qui est un peu nouveau là, et qu'on voit de plus apparaître depuis 1 ou 2 ans, sauf quelques collectivités pionnières sur le sujet, c'est le souhait d'aller plus loin dans la maîtrise du foncier agricole et de s'impliquer aussi sur les sujets de l'installation et de la transmission. Et puis il y a même des communes maintenant qui créent leur propre projet alimentaire communal. C'est le cas de Plessé dans le 44. Donc, ça montre qu'il y a un souffle sur ce sujet-là, et il y a aussi de plus en plus de financement sur ces sujets-là. Donc, de quel type de projet on parle? Il y a 2 grands types de projets. Il y a mettre à disposition des terres auprès des agriculteurs du territoire ou orienter des nouvelles installations, mais aussi dans une perspective de garantir l'accès à une alimentation de qualité. Il y a certaines collectivités qui souhaitent porter elles-mêmes des activités de production alimentaire, et ce qu'on appelle la régie communale. Nous, on note ce qu'on appelle un peu en effet Montsartou, qui a quand même créé beaucoup d'émulation sur ce sujet et beaucoup de petits partout en France. On a peu de chiffres au niveau français là, sur ces types de projets. Ce que j'ai trouvé, c'est dans le rapport récent 2022 de l'Observatoire de la restauration collective bio et durable. C'est un rapport qui est publié par 1+Bio et EcoCert, qui interroge, là c'est un échantillon de 10 000 cantines en France,
Ça représente 16% de la restauration scolaire. Donc, ce n'est pas un échantillon représentatif, puisque c'est les cantines un peu les plus avancées qui répondent. Mais elles ont noté cette année plus d'une vingtaine de projets de ce type-là qui ont vu le jour depuis 2 ans. Bon, il y a une dynamique, mais ça reste quand même faible au vu du nombre de communes en France. Alors, les 4 grandes questions sur lesquelles on souhaite insister, là, c'est alors les 4 objectifs. Donc, un projet alimentaire pour redynamiser l'économie agricole, voilà, créer des emplois locaux non délocalisables, pour augmenter l'autonomie alimentaire du territoire ou approvisionner vos cantines en produits biolocaux. Est-ce que c'est pour favoriser une agriculture qui préserve les ressources naturelles et ou créer une dynamique citoyenne sur le sujet de l'alimentation? Je vous propose, pour parler du premier objectif, un petit quiz, une petite question. Je vais vous partager là. Alors, le sondage est terminé. Voilà, lancer. Pour s'emparer un peu de ce premier grand enjeu. Je sens que les gens sont renseignés sur le sujet, on en parle beaucoup. Je viens de lire le Ouest France qui était sur ce sujet-là ce matin, en plus. Alors, je vous partage les résultats. On a un public très bien informé, effectivement. En agriculture, combien compte-t-on d'installations pour un départ? Donc, c'est une installation pour 3 départs. Voilà. Vous pouvez voir les résultats, 89% de bonnes réponses. Effectivement, voilà, cet enjeu de la réduction du nombre d'exploitations. On a 4 exploitations sur 10 qui sont âgées de 55 ans et plus. Et parmi ces exploitations qui sont à transmettre, ça touche particulièrement les exploitations laitières. Et ceux qui ont plus de 60 ans, il y en a un tiers qui ignore ce que son exploitation va devenir. En Bretagne, on a l'objectif de 1000 installations par an pour compenser ces flux de départ. Et donc, il y a de plus en plus de collectivités qui sont intéressées par attirer ces porteurs de projets, des porteurs de projets, et de maintenir à minima le nombre d'exploitations sur leur commune. Et pour ça, elles ont bien identifié que l'accès au foncier, c'est un des freins principaux pour les nouvelles installations. Voilà, il est de plus en plus cher, il ne correspond pas forcément au projet des porteurs de projets. Parfois, il est difficilement identifiable parce que les personnes qui sont porteurs de projets ne sont pas issues du milieu agricole et beaucoup de transactions se font au sein des cercles familiaux ou de voisinage. Et puis, à côté de ça, parfois, il y a des terres qui sont en déprise agricole, en milieu rural, ou qui sont non accessibles en milieu périurbain, puisque les propriétaires attendent que ça soit parfois constructible. Et donc, ça crée un peu des incohérences à ce niveau-là. Donc, ça peut être une réponse, ce projet que les communes ont, en mettant à disposition du foncier, ce qui permet de lever ce frein de l'accès au foncier. Par contre, la question que la collectivité doit se poser, c'est est-ce qu'il ne faut pas essayer d'agir aussi, quand on voit le constat, là, directement sur les transmissions, puisque c'est là aussi qu'il y a des grands enjeux en termes de nombre d'hectares et de perte de bâti et d'exploitation. On a des communes où des fermes actuellement en bio ne sont pas transmises et on perd des hectares, des grandes surfaces en agriculture biologique parce que ça part à l'agrandissement et ça repart en conventionnel. Donc, il y a des actions qui sont aussi possibles à ce niveau-là. Et il faut aussi le prendre en compte dans son projet globalement. Sur le deuxième enjeu, donc un projet pour augmenter l'autonomie alimentaire de son territoire et ou approvisionner ses cantines en produits biolocaux.
On a un contexte particulier, hein, le Covid, l'Ukraine, l'énergie, la crise climatique, qui fait qu'il y a beaucoup de questions sur l'approvisionnement, la crainte des ruptures, l'envie d'une production plus locale. Alors, j'ai préparé aussi un petit sondage, là peut-être qu'il y aura un peu moins de bonnes réponses. On va voir. À l'échelle d'un bassin de vie, quel pourcentage de notre alimentation importons-nous? Et la deuxième question, quelle surface est nécessaire pour alimenter une commune de 1000 habitants en Bretagne, c'est-à-dire avec le mode de consommation des habitants sur ce territoire-là? Donc, ça permet d'avoir quelques ordres de grandeur en tête sur la question de l'autonomie alimentaire. « 75% répondu, encore quelques personnes qui se creusent la tête, qui font des calculs peut-être. J'arrête là, je mets fin au sondage dans quelques secondes. C'est parti. Alors, donc là, vous devez voir les résultats du sondage. Quel pourcentage de notre alimentation importons-nous? Nous importons de 90 à 100% de notre alimentation à l'échelle d'un bassin de vie. Il y en a de 90, plus de 90% qui partent et plus de 90% qui reviennent. Donc voilà, ça pose effectivement la question de l'autonomie alimentaire des territoires. Et quelle surface est nécessaire pour alimenter une commune de 1000 habitants en Bretagne? C'est 400 hectares qu'il faut. Et il faut savoir que dans ces 400 hectares, il y en a plus de 80% qui seront dédiés aux produits carnés et aux produits laitiers, hein, c'est-à-dire aux produits de l'élevage. Mais on reviendra là-dessus un petit peu après. J'ai partagé les résultats. Donc voilà, je vous ai mis quelques chiffres sur les ratios entre la production, la part de la consommation du territoire qui pourrait être en théorie couverte par sa propre production. Donc là, j'ai mis quelques exemples de Vannes, de Ploërmel, d'une communauté de communes et de la Bretagne. Je vous invite vraiment à aller faire cette simulation-là sur votre commune avec l'outil Cratère. C'est très instructif, ça montre aussi les différences entre des communes rurales, des communes plus urbaines, et ça pose la question de, voilà, quelle capacité on a sur notre commune, est-ce qu'on ne doit pas coopérer à une échelle plus large aussi, puisque voilà, on voit que Vannes, par exemple, ne peut couvrir que 3% des besoins alimentaires de sa commune. Donc, je vous invite vraiment à aller sur l'outil Cratère, là, des greniers d'abondance, pour faire des simulations sur votre commune à ce niveau-là. Et puis, deuxième point sur lequel on voulait insister, on a des projets, et de plus en plus, de développement de la production sur une commune pour approvisionner les cantines, et notamment en légumes bio. Et nous, il nous semblait important à cet endroit-là de vous inviter à vous poser les bonnes questions pour s'assurer que ce projet-là est pertinent et prendre le temps de l'analyse d'autres solutions. Si votre objectif premier, c'est bien d'approvisionner en produits bio locaux, en produits durables, la restauration collective. Ce qu'on peut redire, c'est qu'atteindre 20% de bio et local en Bretagne sur une cantine, c'est largement possible et même bien au-delà. On a une offre qui est diversifiée et importante et des structures qui organisent l'offre. Et c'est aussi possible à des coûts maîtrisés, puisque le rapport, vous pouvez aller regarder aussi l'Observatoire national dont je vous ai parlé au début, qui montre qu'on a des cantines qui arrivent bien au-delà des 20% de bio avec des coûts matières maîtrisés. Et également,
qu'avant avant de créer une production de toutes pièces uniquement dédiée à ce débouché, on peut aussi travailler sur d'autres leviers. Je pense notamment à la planification et la contractualisation avec les producteurs de son territoire. Parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des problèmes d'offres, mais ce n'est pas tant qu'il n'y a pas de production, c'est qu'il y a des freins pour les agriculteurs pour aller vers ce type de débouché. Déjà un prix assez peu attractif et une taille, des volumes qui peuvent être trop faibles. Donc, il y a des travaux de ce type-là dans certaines collectivités, plusieurs communes qui planifient leurs approvisionnements. Et aussi, une idée reçue qu'on a souvent, sur des ordres de grandeur. Là, je vous invite à aller sur l'outil Parcelle. C'est pareil, vous pouvez faire des simulations sur votre commune. Je vous ai fait une simulation sur et si tous les primaires de ma commune mangeaient 100% bio local à la cantine, avec une hypothèse de 150 repas par jour. Combien d'hectares il faudrait pour produire cette alimentation-là? Sur l'outil Parcelle, qui amène beaucoup d'informations. En tout cas, là, je vous ai sorti à quoi ressemblerait la ferme théorique. Il vous faudrait 19 hectares. Comme on a dit, plus de 80%, ça serait pour la viande, les œufs, les produits laitiers. Et en légumes, il faut 1000 mètres carrés. Donc, vous voyez aussi, ce n'est pas la mer à boire non plus. Voilà pour la partie autonomie alimentaire. Le troisième grand objectif, c'est de préserver les ressources naturelles. Donc, je ne vais pas vous faire un exposé sur les grands problèmes et grands enjeux auxquels on est confronté sur l'eau, la biodiversité, les sols, le climat. C'est juste pour vous rappeler ici qu'il y a un consensus sur les impacts positifs de l'agriculture biologique à répondre à ces enjeux, que la Cour des comptes, encore cet été, l'a bien ressouligné, la bio, c'est le meilleur moyen de réussir la transition agro-environnementale et de répondre aux enjeux de santé et d'environnement, et de noter aussi qu'il manque de moyens publics pour la développer. Ce qui nous paraît évident, c'est que la collectivité, dans son exemplarité, elle puisse s'assurer que sur les espaces qu'elle a en propriété, il y ait les pratiques les plus vertueuses qui y soient menées. Mais on sait que sur le terrain, pour les élus, les agriculteurs, les citoyens, il y a encore beaucoup d'idées préconçues, de craintes, de confusion aussi avec les nouveaux labels. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous aussi sur toutes les questions que vous avez là-dessus. Et en petit outil aussi pour votre diagnostic et pour en savoir plus sur votre territoire, la carte que vous voyez là, c'est pareil, on vous donnera tout dans la discussion pour aller voir sur votre commune. C'est une carte, là c'est l'exemple de Landugent, où vous voyez les fermes bio sur sa commune, le parcellaire en bio sur la commune, quelles sont les parcelles qui sont en bio sur ma commune, et aussi où on en est en termes de surface, de pourcentage de surface et de pourcentage de ferme, ce qui peut être utile pour vos réflexions. Et en dernier volet, grands objectifs, c'est aussi des projets pour créer des dynamiques, souvent de créer des dynamiques citoyennes au sujet de l'alimentation. Donc ça peut avoir des retombées, ces types de projets-là, bien au-delà de la production alimentaire. Et parfois, la production, ce n'est même pas l'objectif prioritaire. Donc là, je ne vais pas vous détailler, il y a plein d'exemples, il y a plein d'exemples qu'on peut voir. Ça peut être des projets autour de la justice alimentaire, avec des paniers pour des personnes âgées, des publics en précarité, des projets avec un fort volet pédagogique ou tournés vers l'inclusion et l'emploi de personnes en situation de handicap. Voilà, globalement, pour ces 4 grands objectifs. Donc, j'espère que ça vous aide à replacer vos projets par rapport à ces objectifs et voir lesquels sont prioritaires pour vous. Nous, la conclusion qu'on veut avoir à ce niveau-là, c'est de montrer qu'il faut avoir des éléments d'analyse et de diagnostic sur sa commune, un temps de formation pour l'équipe projet aussi, parce que la thématique agricole, elle est souvent peu connue dans les conseils municipaux, ou elle est connue qu'à travers un ou des élus agriculteurs, et que c'est des thématiques qui peuvent créer de l'appréhension. Et puis, de se poser la question aussi, est-ce que j'agis au bon niveau? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres façons de répondre, ou en plus, à ces enjeux qui seraient plus efficaces, même si c'est moins visible? Voilà, on a vu 2 exemples, ça peut être des actions directement auprès des transmetteurs, et puis ça peut être de la planification alimentaire pour la restauration collective.
Voilà, j'en ai fini pour ma partie. Donc, on continue sur le programme prévu. Donc, je rappelle qu'on a un webinaire en 3 parties. On a Anne qui nous a présenté le pourquoi avoir un projet alimentaire, définir et prioriser ses objectifs. J'arrive dans la partie 2 du webinaire sur le « j'ai du foncier agricole, qu'est-ce que je peux en faire ?» Et on aura une illustration par témoignage et exemple dans la partie 3. Je commence, donc on part du postulat ici qu'on a du foncier et on va vous dire, enfin que je suis une commune et j'ai du foncier, on va vous dire quelles sont les options sans vouloir être exhaustif, mais en tout cas toutes celles qu'on a pu rencontrer sur le terrain. Alors, on va commencer par un sondage que je vous propose ici. J'aimerais en savoir plus avant de commencer cette partie sur vos projets. Donc, sur votre projet, j'aimerais savoir si vous avez déjà un projet alimentaire sur du foncier qui est déjà défini, ou bien si votre foncier n'est pas encore en propriété, mais que vous avez un projet alimentaire, ou si vous venez vous informer sans projet précis. Et puis, si vous avez un projet, dans la partie 2 de la question, c'est quel type de projet? Est-ce qu'il est déjà défini sur le foncier? Est-ce que c'est un projet de régie, projet d'installation ou non défini? Donc, on a la moitié des participants qui ont rempli le sondage. J'attends un petit peu. On est à 80%. Allez, je laisse encore 1 minute. Je mets fin au sondage. Vous venez majoritairement vous informer, je partage les résultats, majoritairement vous informer sans projet précis. On a 60% des connectés qui sont dans cette situation-là. Et on a un projet de régie agricole parmi tous les participants, 8 projets d'installation et 6 autres projets. N'hésitez pas à nous indiquer dans le fil de la discussion quels sont ces projets. Alors, j'aimerais commencer en vous disant pourquoi le GAB il intervient sur ce sujet, enfin pourquoi le réseau GAB-FRAB intervient sur ce sujet. On est très connu sur notre expertise en accompagnement technique des producteurs à tout stade de leur projet agricole. On est notamment partenaire du dispositif d'accompagnement à l'installation. On est membre du réseau transmission. On est aussi expert en CDOA, qui est l'instance qui accepte ou non les projets d'installation. Et on siège en comité départemental pour les SAFER, donc pour les attributions de terres. On a, donc ça c'est notre la plus reconnue et la plus historiquement, celle qu'on mène depuis le plus longtemps. Depuis longtemps également, 20 ans maintenant, on a une expertise reconnue sur la restauration collective également. On accompagne l'introduction de produits bio, le changement de pratique dans les restaurants collectifs. Ça fait de nous un interlocuteur naturel pour les communes. Et on a des missions qui sont un peu plus récentes. Pour le GAB 56, ça s'est créé en 2018, par exemple, et c'était à peu près dans les autres GAB bretons dans les mêmes temps. Une expertise reconnue maintenant dans l'accompagnement à la transition des territoires. Je vous liste, je vous donne des exemples de projets qui sont en lien avec la thématique de ce webinaire qui sont arrivés pour le GAB 56 ces dernières années. Ce qu'on retient de ça, c'est que les sollicitations, elles sont de plus en plus nombreuses. Là où elles étaient ponctuelles à un instant T du projet, par exemple sur une analyse après appel à candidature, maintenant on arrive à un accompagnement de projets dans leur globalité. On commence dès le début de la réflexion et on va jusqu'à l'analyse des candidatures, si jury il y a, voire même jusqu'à l'accompagnement de l'installer sur la ferme communale. Pour vous illustrer un petit peu le genre de questions qui viennent à nous, et notamment sur ces 6 derniers mois, par exemple, qu'est-ce qu'on a eu au GAB du Morbihan? On a eu
Est-ce que les parcelles de notre réserve foncière, c'est-à-dire 2 hectares en 4 morceaux, valent le coup d'être regardées pour un potentiel projet en maraîchage, si nous, on veut qu'il y ait du maraîchage chez nous, ou bien est-ce qu'on doit le laisser à la porteuse de projet qui vient nous solliciter en ce moment et qui veut s'installer en plantes aromatiques et à parfum? Ça, c'est une question de commune. On a aussi une commune qui nous demande, est-ce que c'est nécessaire d'avoir une surface couverte pour pouvoir faire du maraîchage sur mon territoire? Parce que j'ai du foncier disponible, mais il n'y a pas forcément les règles d'urbanisme associées pour faire un tunnel. Ça, c'est une question auquel on peut répondre. Allez, encore une dernière. J'ai des terres et j'ai un projet d'introduction de plus de produits bio en restauration collective. Est-ce que ces 2 projets-là peuvent coïncider et comment me décider entre installation ou régie agricole, ce foncier disponible? Voilà un petit peu le genre de questions auxquelles on répond. Je dirais que pour y répondre, je vais vous présenter dans ce webinaire les étapes par lesquelles on préconise de passer, tout en sachant qu'on adapte à chaque contexte les solutions et les accompagnements. Le préalable, il est en lien avec ce que vous a présenté Anne dans cette première partie de webinaire. Il va falloir clarifier un maximum le projet. Il faut savoir pourquoi on le fait. Je dirais qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison de le faire. Par contre, c'est parce qu'on sait pourquoi on le fait qu'on va avoir des décisions qui vont être prises beaucoup plus facilement. Derrière, il faut les éléments de diagnostic associés et il faut les avoir faits en amont de se décider de à quoi vont être attribuées ces terres. J'illustre là parce qu'il faut donner un exemple. Si votre projet il est en lien avec la restauration collective, il est logique qu'avant de prendre votre décision sur le devenir des terres, il faille faire un diagnostic de vos approvisionnements en restauration collective, de votre restauration scolaire. Il faut aussi prendre le temps de bien avoir embarqué l'équipe décisionnelle adéquate. Donc, est-ce qu'on a l'ensemble d'un conseil municipal qui a pris la décision et qui est embarqué? Est-ce qu'on a tout ou partie de cette équipe municipale? Est-ce qu'on considère qu'il faut consulter les citoyens et à quel niveau on les consulte? Tout ça, c'est à définir en amont et c'est dans votre projet alimentaire qu'il faut le définir, ce à quoi nous, on peut vous accompagner. Quand tout ça est clarifié, le préalable, il va aussi être dans le fait de réunir les éléments factuels sur le foncier. On part du postulat, comme je l'ai dit, qu'on a du foncier, mais de quoi s'agit-il? On voit souvent des surfaces évoluer au fil des projets parce qu'au départ, on a un foncier disponible qu'on imagine à tant d'hectares. Et puis, en fait, il faut des cartes, il faut le localiser, il faut même refaire les lettrés avant de voir de quelle surface on va parler. Et on va récolter également les extraits de PLU associés à ce foncier disponible. La première étape, quand on rentre dans le vif du sujet, ça va être d'analyser le potentiel agricole de son terrain. Je dirais que vous avez éventuellement la possibilité, les compétences en interne de le faire, ou alors, si vous ne l'avez pas, vous pouvez faire appel à un agronome. Nous, au GAB du Morbihan, on fait le choix sur cette étape de faire venir un agriculteur, mais d'autres GAB vont peut-être faire venir un technicien. Donc là, c'est à chacun de définir. Ce qu'on veut dans cette phase-là, c'est une brève analyse sur site où on va décider ou non si le devenir agricole de la parcelle, il est possible. On va regarder la taille, les surfaces cultivables, le parcellaire, où est-ce qu'elle se situe, est-ce que j'ai un accès à l'eau, est-ce que j'ai un accès à l'électricité, est-ce que je peux faire venir des véhicules dedans, est-ce que j'ai une possibilité de parking, comment c'est exposé, etc. Si on considère que l'ensemble des éléments sont réunis pour viser une production agricole, et ça, n'importe quel agriculteur peut, en un coup d'œil sur site, le définir en regardant tous les éléments qu'on vient de lister. Si on valide cette première étape, dans ce cas, il est possible d'envisager une production agricole sur l'espace. Il ne sera pas toujours possible de le faire
Donc, quand ça n'est pas possible, ce n'est pas un désastre, il vaut mieux s'arrêter là. Mais en tout cas, tous les terrains communaux ne vont pas être dédiés à une production agricole. Et dans ce cas, ils vont rester dans le champ du loisir. C'est un espace de jardin, c'est un espace de promenade, c'est un espace de biodiversité, mais ça ne sera pas nécessairement un espace de production. La deuxième étape, et ça c'est un point d'honneur que se sont fixés les conseils d'administration de nos structures, c'est de consulter les professionnels du territoire. On a des éléments disponibles, on ne va pas les consulter pour rien. S'il n'y a pas de devenir agricole possible, on ne va pas les consulter, mais à partir du moment où on a validé cette première étape, il est primordial pour nous, dans un souci de dialogue territorial, de faire dire aux élus de la commune quel est le projet à date, comment on a envisagé le devenir de ce terrain et de solliciter l'avis en face de producteurs et productrices du secteur pour dire si oui ou non il était possible ou envisageable d'imaginer autre chose. On ne dit pas que le projet il va changer à la suite de cette réunion, mais on va se laisser la possibilité d'écouter ces retours terrain et de peut-être soit faire évoluer ce projet-là ou bien en faire naître de nouveau dans un plus ou moins à moyen ou long terme. Donc, pour être plus clair, encore une fois, j'illustre d'exemples. Qu'est-ce qui peut sortir de ces réunions-ci? Des agriculteurs pourraient dire, moi, ça pourrait conforter l'installation de mon fils que d'avoir accès à cet espace que vous avez de disponible. Dans ce cas, si ça peut correspondre au projet initial de la commune, peut-être qu'il n'est pas utile d'aller plus loin, mais qu'on va creuser dans cette direction. On a des expériences dans les Hauts-de-France où on a souvent des surfaces plus grandes que celles disponibles en Bretagne. On a eu des projets de conversion qui ont pu, ou en tout cas de changement de pratique, qui ont pu être confortés grâce à de la mise à disposition de terres. Et donc ça, c'est dans le champ des professionnels, mais on peut aussi, et de l'agricole, mais on peut aussi imaginer que des projets citoyens voient le jour derrière ces nouveaux espaces disponibles. On a l'exemple d'Enbon, où on a sur 4 hectares un verger qui s'appelle le verger, qui est géré par une association qui s'appelle Pomme d'Ami, qui gère ça pour sa consommation personnelle, faire du jus et des pommes à couteau. Voilà, c'est aussi une autre option, c'est aussi de la production, ce n'est pas forcément une activité agricole, une activité économique, mais c'est de la production alimentaire. Et enfin, un dernier exemple, sur les dispositifs d'insertion, surtout dans le Morbihan, on a une association qui est très active qui s'appelle Optimisme, qui récemment a développé un dispositif qui s'appelle « Fais pousser ton emploi », notamment en cœur de ville de Lorient. Là, on a un terrain communal, là encore, qui a été mis à disposition de cette association d'insertion. 6 porteurs de projets sont venus en situation d'insertion, sont venus tester une activité agricole et sont aujourd'hui en train de s'installer 2 personnes au bout de ce dispositif de formation. 2 personnes vont s'installer en cœur de ville sur 7 hectares qui étaient dédiés à l'activité. Voilà, ça, ce ne sont que des exemples. En tout cas, cette réunion de concertation, je redonne encore un dernier exemple. On a la commune d'Allers, qu'on a accompagnée cette année, qui fait une réunion de concertation où personne ne vient. Et bien, même ça, c'est une réponse. On ne pourra pas dire qu'on n'a pas consulté. Dans le fait d'envoyer tous les courriers et d'informer sur ce projet, on est déjà dans une partie communicante sur le projet. Et malgré le fait que personne ne se soit déplacé à cette réunion, on a eu par téléphone des retours suite à cette annulation de réunion de concertation. Si à cette phase du projet, on n'a pas de retour concluant, on peut dire que l'intervention de la commune doit se poursuivre. La suite de l'intervention de la commune, c'est une analyse technique plus fine, plus poussée du terrain et du projet. Je vous remets encore un exemple pour que ça soit concret. Toujours sur Allers, on a ici une zone, je parlais du foncier disponible. Allers, on part avec 1,2 hectare. Et même au départ, on ne sait pas trop, mais autour d'1,5 hectare. Finalement, on fait les métrés, on n'a plus qu'1,2 hectare. Puis finalement, quand on va sur site,
On se rend compte qu'il y a une zone d'affleurement. Quand on fait une analyse de sol, on se rend compte qu'on n'a pas forcément un potentiel à produire en maraîchage sur l'ensemble du site. Résultat, fin d'analyse technique, on arrive à une surface potentielle pour une activité maraîchère de 7 carrés. On a à la fin de cette phase des commentaires, des préconisations sur la production, sur qu'est-ce qu'on peut envisager sur cet espace en termes de bâtiment, en termes de production. Une fois cette étude technique plus poussée passée, on va définir de quelle manière on va mettre en production. On a bien sûr les éléments techniques qui sont restitués à un comité de pilotage, mais ce comité de pilotage, on veut aussi lui faire savoir quelles sont les options qui s'offrent à lui une fois qu'on est à ce stade de projet. Donc, je dirais qu'on a 2 grandes familles à ce niveau-là de suites possibles. On va avoir une première famille qui va être de déléguer la production à un tiers. On est sur des terres publiques, de propriété communale ou autres, mais sur des terres appartenant à la collectivité, mais on délègue à un tiers le fait de produire. Et l'autre scénario, ça va être de décider de produire soi-même. Donc là, c'est la régie agricole, ce sont les services de la collectivité avec le matériel de la collectivité qui vont être engagés dans la production. Je vais détailler les 2 parties, mais je vais commencer par celle sur déléguer la production. Sur déléguer la production, on a des préconisations. Notre CA fait des préconisations. La première chose, ça va être de veiller à ce que l'agriculteur il ait de quoi se loger. On pense à l'agriculteur, mais on doit aussi penser à sa famille, éventuellement ses salariés. On est en ce moment en train de faire des entretiens qualitatifs auprès de jeunes installés. On se rend compte sur le territoire de Vannes Agglomération, on se rend compte que le logement, il est un point crucial autour de ces installations récentes. On a des situations qui sont vraiment précaires sur les logements. Si elles peuvent convenir à un instant T ou à une personne, elles ne sont pas forcément tenables dans la durabilité. Je m'explique, une personne, par exemple, a voulu s'associer. Lui avait un habitat léger sur site. Ça ne peut pas convenir à 2 personnes et ça ne peut pas convenir à tout le monde. On a aussi, si on veut, puisqu'on parle beaucoup de transmission, aujourd'hui, dès l'installation, il faut penser à la transmissibilité de son outil. Si le logement ne fait pas partie de l'outil, c'est très pénalisant. Donc ça, c'est une préconisation qu'on fait. Il faut absolument veiller à la problématique logement sur la terre qu'on va mettre à disposition. Il faut veiller à ce que le paysan qui s'installe, il ait un maximum d'autonomie. C'est de l'autonomie de décision. Il est en train de créer une activité économique. S'il est décisionnaire, on ne voit pas comment il peut avoir une activité viable. Donc pour ça, il faut lui laisser une marge de manœuvre dans sa prise de décision. Et dans ce genre de situation, puisqu'on a une collectivité qui intervient, il va aussi falloir penser à la sécurisation des contrats, puisque dans les collectivités, on a aussi des équipes décisionnelles qui peuvent être tournantes. Donc, lorsqu'il y a changement d'élu, il ne s'agirait pas que la personne soit en difficulté et voit son projet remodelé tous les 5 ans. Je vous ai mis quelques exemples d'appels à manifestation d'intérêt. C'est aussi des choses qu'on vous enverra avec le replay et le compte-rendu du webinaire pour que vous ayez des exemples. Donc, dans la famille déléguée la production, on a 3 grands types de possibilités. Je le fais rapidement, notamment parce qu'on est en webinaire, mais aussi parce que sur les types de contrats, ça va plutôt être auprès d'un juriste qu'il va falloir vous renseigner. On est moins dans notre partie à nous. Et notamment, on vous conseille de prendre contact avec Terre de Liens. Sur les 3 grandes familles, cela dit, on peut regarder, on peut les analyser et les comparer sur différents items. On peut regarder les types de contrats derrière. On peut regarder si on a la possibilité ou non d'imposer le mode de vente en fonction du schéma choisi.
et si on a la possibilité ou non d'imposer des pratiques environnementales dans les pratiques agricoles. Et enfin, si c'est une acquisition pour la collectivité qui va être sur le court terme ou sur le long terme. Donc, dans le projet ferme communale, qu'il y ait des terres et ou des bâtiments, on va conseiller, nous, d'aller sur un système de bail rural qui est encadré par la loi. C'est une gestion temporaire qui peut aller jusqu'à des durées, là, nous, ce qu'on préconise, c'est d'aller vers des durées les plus engageantes possibles pour les deux parties. L'espace test agricole, lui, c'est une mise à disposition temporaire de l'outil. Donc, on a un exemple à Teillac, dans le 56, qui est géré par la SIAP. Vous avez des porteurs de projets qui viennent sur un site, ils viennent tester leur activité. Ils ont pour ça un accompagnement, un outil qui leur est dédié, mais demain, ils devront aller ailleurs pour s'installer. Donc, c'est un roulement à prévoir, une gestion assez lourde pour la collectivité, mais un pied à l'étrier qui est mis pour les porteurs de projets qui veulent s'essayer avant de se lancer. Et enfin, la ferme relais, là, c'est la collectivité qui est propriétaire à un instant T, et qui loue à un porteur de projet. Location qui va se transformer, c'est la location-vente, donc ça va se transformer en achat, en tenant compte de tous les loyers versés précédemment. Dans le dispositif Fais pousser ton emploi, dont je parlais tout à l'heure sur la ville de Lorient, c'est ce type de schéma pour lequel la ville a opté. Je ne rentre pas dans le détail parce que vous aurez le diaporama et vous aurez les comptes. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir comme différence, c'est que vous avez aussi la possibilité d'acquérir sur le court terme et de vendre pour réinvestir dans d'autres projets en tant que collectivité, ce que ne permet pas le dispositif ferme communale ou espace test. Avant de déléguer la production et avant d'en faire le choix, il va falloir savoir à qui vous vous adressez, qui vont être les candidats que vous allez aller chercher. Donc, je fais très vite parce que vous pourrez vous-même aller chercher les chiffres. Donc là, c'est les chiffres 2021 produits par la Chambre d'agriculture sur les chiffres clés installation, reprise, création, reprise, transmission en agriculture. C'est les chiffres bretons. Ce qu'on retient de cette diapo, c'est que la première étape pour un porteur de projet, c'est de s'informer au PAI, point accueil installation. On a ici 2478 contacts sur l'année passée. Sur ces 2478 contacts, il y a 20% qui n'a pas de foncier dans les personnes qui viennent et 20% qui n'a pas de projet précis. Donc forcément, de ces premiers contacts, on écrème et on arrive jusqu'à une concrétisation de formation, notamment pour entrer dans le dispositif 3P de 1080 porteurs de projets. Et enfin, sur l'installation, on arrive à 557 nouveaux installés l'année passée sur la Bretagne. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ça sera difficile pour un porteur de projet entre le moment où il s'est informé au PAI et le moment où il va s'installer, si tout va bien pour lui et que son projet il est déjà bien défini. Or, on a vu qu'il y en avait pas mal qui n'avaient pas de projet bien défini. C'est difficile de faire en moins de 9 mois. Donc, ce qu'on retient là, c'est que ce sont des projets pour les collectivités qui sont engageants sur la durée, qui ne vont pas voir le jour comme ça, d'un claquement de doigts, et qui vont prendre assez longtemps. Voilà, sur les 557, on note qu'il y en a 40% qui se sont installés en bio l'année passée. En Morbihan, on s'enorgueille d'en recueillir 50% en bio. L'âge moyen, c'est 30 ans. On est surtout sur des installations, on est à moitié pour des installations hors familiales, avec majoritairement des reprises de ferme en bovin-lait. On a aussi des projets en maraîchage et de plus en plus. Ce qui est nouveau, c'est ce qu'on va appeler les petits secteurs de production qui représentent 30% des installations. Ça, c'est ovin, caprin, miel, PAM, plantes aromatiques et à parfum.
lorsqu'on va choisir de déléguer la production, une fois qu'on a choisi la manière dont on allait le faire, il est possible, il faut poursuivre et chercher le candidat, comme je l'ai montré là. Ici, vous avez la possibilité de vous faire accompagner du GAB, mais c'est vraiment à la carte. En fait, vous pouvez avoir les compétences en interne pour le faire, et vous avez peut-être même des compétences auprès des animateurs PAT de votre territoire qui peuvent être sollicités. Les étapes qui sont préconisées, c'est rédiger un dossier de la candidature, et là, on vous en donnera des exemples, rédiger une grille d'analyse de ces candidatures, rédiger une annonce pour la diffuser, recenser les candidats et éventuellement faire une visite sur site pour informer sur le projet, une visite collective, collecter les dossiers de candidature, les analyser, les choisir et les faire venir faire partie d'un jury et sélectionner le candidat. On peut aussi accompagner le porteur de projet dans son projet d'installation, voire même après. La deuxième partie, si on revient à nos deux manières là, de faire, donc on avait une partie qu'on a détaillée qui était de déléguer la production à un tiers. La dernière partie, c'est celle de produire soi-même, produire en régie agricole. Là-dessus, sur la régie agricole, on a des dimensionnements divers. Moi, je vous parle beaucoup d'exemples morbihanais parce que c'est ce que je connais, mais notamment sur le Morbihan, on a beaucoup parlé de Vannes, qui a vu le jour là, en 2020, donc qui a commencé son analyse dès 2018. Avant ça, il y avait déjà des projets de régie agricole, mais qui sont à des dimensionnements vraiment variés. On a l'exemple de Plumelec, où on a des carrés potagers. C'est l'animateur du CLSH qui intervient sur le carré potager avec les enfants du centre de loisirs et qui va fournir anecdotiquement la restauration scolaire. C'est une forme de régie. On a Neuillac, qui est un peu plus connu et qui est un peu plus conséquent. On a sur une surface de 100 mètres carrés un jardin qui est géré par le cuisinier, qui a des compétences en jardinage aussi, qui est aussi un jardin pédagogique sur lequel il accueille des classes et qui va quand même fournir 20% des légumes bio de la restauration scolaire. Donc, c'est aussi une régie agricole dont on parle moins, mais ça fait partie des exemples possibles. Et puis après, on a Vannes, où là, on est sur 7000 m², dont 900 m² de tunnel. On fournit pour 200, on est sur l'approvisionnement de crèches. Donc, on a 280 repas et on arrive sur un peu moins de 5 tonnes produites de légumes la dernière année passée. Voilà, les dimensionnements, ils sont variés, mais on va être souvent plus proche du jardin que vraiment de la production agricole comme on pouvait l'imaginer dans le scénario d'avant. Les préconisations sur ce schéma-là, ça va être d'avoir une forte volonté politique. On va éviter d'être en recherche d'une économie pour la collectivité. On nous demande souvent est-ce que ça sera moins cher de produire ces légumes. En fait, si la motivation de départ elle est économique, on déconseille vivement parce que le producteur, il passera toujours plus de temps et du temps qui n'est pas forcément compté comparé à des agents. Donc, on ne va pas gérer du tout les services de la même façon et la gestion du temps de travail, elle est trop disparate pour pouvoir comparer et dire qu'on va faire une économie. L'option de la régie agricole, elle ne doit pas être sélectionnée pour l'économie. On va devoir, dans les préconisations, forcément, si on produit en régie, c'est pour approvisionner un restaurant collectif, il faut avoir une cuisine sur place dans ce restaurant collectif pour pouvoir maîtriser tout ou partie de ces approvisionnements. Il faut là encore, concerter les producteurs locaux pour avoir leur appropriation. Et il va falloir former les services pour la production, mais aussi les cuisiniers pour la confection des repas. Lorsque ce choix-là est fait, on a, à la suite de la prise de décision de la collectivité, on va nous produire
avec le cuisinier une liste de produits et de volumes à fournir. Donc là, on fait le lien avec nos compétences en restauration collective. Pour l'exemple de Vannes, on était parti sur 2 hypothèses et on a créé dans les 2 schémas le planning de mise en culture et les investissements à prévoir. Donc, je vous les mets en illustration sur le côté. On va aussi, fonction des hypothèses retenues, identifier les périodes de pointe de travail et les compétences à rechercher, puisque c'est, même s'il y a des services RH dans les collectivités, ce n'est pas des compétences habituelles. Donc là, vous pouvez parfois avoir besoin de conseils sur où aller chercher les candidats, comment aller les chercher. Rédaction d'un document de synthèse qui va forcément reprendre tout ça. Donc là, je vous montre sur cette diapo les investissements, les pics de travail et puis sur l'annonce de Vannes, l'appel à candidature pour postuler en tant que chef du centre de production. En synthèse, pour les deux, si on fait un résumé de tout ce qu'on s'est dit, quand on va déléguer la production, dans mes avantages, bien sûr, j'ai un gain d'énergie, un gain de temps, puisque je ne vais pas avoir la masse salariale à gérer, je n'ai pas le management et je n'ai aussi pas d'investissement matériel obligatoire. Je peux choisir de le faire, mais je n'ai pas d'obligation. Je vais faciliter l'accès au foncier, donc l'installation, donc je dynamise en ça le tissu économique local. En face, dans mes inconvénients, je n'ai pas d'assurance d'avoir un porteur de projet qui veut fournir la restauration collective. Et même s'il veut le faire au départ, je n'ai pas d'assurance et il n'a pas d'obligation à le faire sur la durée. Si jamais un jour il décide de tourner le dos à se déboucher, malheureusement, il va falloir que je fasse avec. Sachant que nous, dans le contexte aujourd'hui, nous, on ne conseille pas aux producteurs d'aller à 100% vers la restauration collective, à 100% de leur débouché. On a aussi, dans le cas de l'installation d'une personne tierce, on a l'appartenance au projet communal. Il n'est pas dans les services de la collectivité, donc il y a moins de proximité entre acheteurs et producteurs. Et puis, cette situation-là, elle peut, d'où l'importance de la concertation, déséquilibrer les relations entre producteurs sur le terrain. Il n'est pas impossible que des producteurs disent pourquoi lui, il est aidé de la collectivité et moi pas. Voilà. La synthèse sur le fait de produire soi-même dans le scénario de régie. Ça va être dans les avantages de sécuriser l'offre et les choix des produits pour la restauration collective. Je sais ce qui est produit, je sais comment c'est produit et je suis sûre d'avoir un approvisionnement. Je peux me permettre ça à un moment où j'ai peut-être pas eu dans mes recherches, dans les approvisionnements locaux de propositions satisfaisantes ou suffisantes en termes de quantité. Donc peut-être que la régie, elle est aussi à envisager à un instant T, mais qu'on peut envisager, et d'ailleurs il faudra penser à la fin ou la suite de cette régie. Je fais le choix d'une régie, mais sur quelle durée ? Ça peut permettre d'accélérer les groupements d'achat puisque vous êtes dans une commune et que les décisions sont prises à l'échelle communale, il y a de la production, peut-être que tous les services approvisionnés par les services municipaux vont se regrouper pour identifier mieux et plus facilement les quantités, les besoins. Et puis, on montre ainsi une position publique. Faire le choix de la bio sur ces terrains communaux, c'est aussi la preuve par l'exemple. Dans les inconvénients, sur ce scénario-là, on peut priver le territoire d'une installation. Ça demande des compétences, des investissements auxquels on n'a pas l'habitude de faire appel. On n'a pas forcément de viabilité possible. Quand je disais, il ne faut pas aller pour une recherche économique, de gains économiques. Et on est tributaire des décisions politiques, donc des changements d'équipe municipale. Voilà, je m'arrête de parler, enfin, et je vous laisse poser vos questions. Alors, dans le fil de discussion, on a 2 questions un peu réglementaires. Dans ces projets-là, on a beaucoup de réponses à apporter là-dessus. Un jardin pédagogique. Donc, c'est Fanny. Est-ce que j'ai son... Voilà, de Fanny de Saint-Georges.
Attendez, j'essaie de trouver Fanny Saint-Georges Comana, qui nous pose la question: un jardin pédagogique cultivé par des scolaires avec un animateur peut-il contribuer à fournir la cantine? La législation n'impose-t-elle pas de se fournir auprès de professionnels? Alors là, on a relevé des cas, là notamment la commune en question, c'est vraiment anecdotique. Donc, est-ce que ça a été déclaré? Je vois Guillaume qui lève la main, qui a peut-être une réponse juridique à apporter chez Bruded. On peut lui permettre de parler peut-être à Guillaume? Non, il peut parler, Guillaume, s'il le souhaite. J'ai pas le texte de loi qui permettrait de justifier ça. En tout cas, je sais que le jardin de Neugac est certifié sur la labellisation Ok. bio. Peut-être qu'on pourra se renseigner quand on fera la foire aux questions, on apportera Ouais. plus de précision. Il y a une question qu'on retrouve souvent et qui tourne en ce moment dans notre réseau. Dans le cadre d'une régie, est-ce qu'on peut imaginer vendre aux particuliers en sus de l'approvisionnement de la cantine? Alors non, et puis en plus, ça viendrait complètement augmenter on aurait la collectivité qui sera en concurrence avec les producteurs. Donc là, ce qui a été envisagé dans les régies, il faut en plus envisager des débouchés pour les productions estivales. Ça a été des dons en épicerie, des ventes à d'autres restaurants scolaires, mais pas aux particuliers. Ok. Je pense qu'on va devoir s'arrêter là, parce qu'on a quelques minutes de retard sur les questions. Je suis désolée si ça en frustre certains, et qu'on puisse passer du temps vraiment sur les témoignages et les questions sur les témoignages à partir de maintenant. Lise, est-ce que tu as... Est-ce qu'on a le diaporama qui annonce les différents témoignages ou Oui, voilà, c'est ça. Donc, il est en partage d'écran. On va commencer par la commune de Laillé, Monsieur Jean-Paul Vuichard. On ira ensuite en Sarthe, sur la commune de Tresson, avec Madame Chantal Buin et Jean-Luc Coulon. Et puis enfin, on finira par Bruded, sur l'Envalée et Saint-Georges de Rentambeau. C'est Cécile Jamonneau qui nous présentera la dernière partie. On y va. Bonjour Monsieur Vichard, vous êtes adjoint au développement durable à Laillé et on vous accueille pour que vous nous parliez un peu du projet de la ferme de Mérolles. Donc si vous pouvez peut-être commencer par le présenter et puis après nous en dire un peu plus sur le process que vous avez eu, sur l'appel à candidature, comment vous avez fait vos choix. Voilà, dans un premier temps. Bonjour à tous, je vais peut-être dire deux mots sur la commune de Laillé. Laillé, donc, c'est une commune d'un peu plus de 5000 habitants située à 15-20 km au sud de Rennes. Alors, comment ce projet est arrivé, en fait, quelle est son origine, en fait? Le point de départ, c'était en fait un projet de ZAC pour lequel, en fait, c'était en 2014 ou 2013, pour lequel, en fait, on devait trouver un moyen de compenser, en fait, quelque part, le fait de prendre des terres agricoles pour l'urbanisme. Et donc, la proposition de la commune a été de mettre en place, en fait, un circuit court avec une volonté d'installer, en fait, un maraîcher sur la commune, qu'il n'y avait pas à l'époque, et donc de développer, quelque part, l'agriculture locale sur la commune. Donc, ça, c'est le point de départ. Et l'objectif, c'était de contractualiser pour alimenter le restaurant scolaire en produits bio et local, sachant que le restaurant scolaire fait à peu près 500 repas par jour. Donc, pour faire ça, on a commencé par rénover le restaurant scolaire pour pouvoir travailler des produits en fait plus bruts. Et on a cherché en fait quelque part à avoir un potentiel, des surfaces en fait agricoles pour installer des maraîchers et quelque part valider notre compensation. Et en parallèle, alors, trouver du terrain agricole, en fait, c'est quand même pas chose facile si on l'a pas au départ.
Et donc, ça a pris un peu de temps. Et puis, en parallèle, en fait, on avait une ferme tout au nord de la commune, une ferme de 33 hectares qui était en cessation d'activité et sur lequel, en fait, il y a eu d'abord un gros projet de serre hors sol, de serre à tomates hors sol, en fait, qui a voulu s'implanter. Donc, nous, on était contre parce que c'est vrai que les serres, à la fois, ça prenait de la surface agricole sans utiliser réellement la surface puisque c'était de la culture hors sol. Et puis, souvent, après une 10, 20 ans, en fait, ils quittent et puis ils vont chercher un habitat ailleurs pour développer des serres encore plus grandes et avec des technologies encore plus poussées, quoi. Donc, il y a eu un frein là-dessus. Il y a une revue du PLUI, en fait, qui a permis de freiner le projet, puisqu'en fait, enfin, il y avait une volonté de préserver une rabine, donc des haies, en fait, qui était située sur la commune, et donc le classement de ces haies a mis un frein, en fait, au projet de serre. Et donc, sachant que il y avait à la fois la vente des bâtiments et puis des surfaces agricoles. Et la valorisation des bâtiments, il y a un ancien manoir, fait que les agriculteurs de la commune n'étaient pas intéressés, en fait, pour des projets, pour acheter ça, puisque ça faisait, enfin, quelque part, le prix à payer était élevé. Alors, le prix à payer, j'allais dire, pour la commune était élevé aussi. Et donc, on s'est tourné vers Rennes Métropole pour échanger sur cette problématique. Et quelque part, on a eu de la chance, en fait, à ce niveau-là, puisque ça correspondait, enfin, quelque part, à la problématique, en fait, de compensation. Elle n'est pas propre, en fait, à la commune de l'Allier, mais elle est sur tous les projets, en fait, urbains, en fait, autour de Rennes. Donc, il y avait ça d'une part. Il y avait aussi, quelque part, la volonté de développer un plan, un projet agricole territorial avec un développement, en fait, d'agriculture bio et locale, zéro phyto, qui abondait, en fait, dans ce sens-là et qui a abouti au rachat du terrain, en fait, par Rennes Métropole. Et donc, à quelle étape maintenant vous êtes? Vous avez lancé un appel à candidature. La Lise nous avait parlé des différentes Ouais, étapes et je pense que vous vous êtes retrouvés dans les différentes étapes que vous avez suivies tout à fait, oui, sur parce que l'analyse du terrain. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus oui, je vais là-dessus vous et où donner vous en êtes? Ouais. un peu tout ça, c'est-à-dire en fait la première, donc il y a eu un rachat par Rennes Métropole. Il y a eu en parallèle, en fait, il y a un ruisseau qui passe, enfin un ruisseau glacé, qui passe sur la ferme, qui traverse la ferme. Donc il y a eu tout un travail en fait par le syndicat de bassin versant en fait de la Seiche pour renaturer, reméandrer le ruisseau. Quelque part, ça se traduit par à la fois l'augmentation de la biodiversité et l'amélioration de la qualité de l'eau, mais aussi par quelque part plus de terrain humide en fait sur une partie des parcelles. Donc ça fait partie des choses importantes. Donc ce qui a été fait assez rapidement, c'est de lancer une étude agronomique fine pour voir un peu ce qu'on pouvait faire en fait au-delà des objectifs, des beaux objectifs entre guillemets politiques, de la réalité quelque part du sol et des choses qui étaient faisables. Donc, avec une étude qui a été menée, d'une part. En parallèle, en fait, le souhait de reprendre les terres, de les convertir en bio pour faire gagner du temps aux porteurs de projets et de les ensemencer, en fait, principalement avec des légumineuses pour restituer les qualités, en fait, les qualités du sol, puisqu'en fait, on était sur des cultures qui étaient faites, je vais dire, en régie, enfin, qui étaient faites en fait par des entreprises qui alternaient, on va dire, blé et maïs, enfin, des céréales, et donc qui ont abouti avec une perte en fait de vie biologique, qui aboutit en fait à un appauvrissement des sols. Donc il y a ce besoin en fait sur mes rôles de redévelopper la vie des sols. Donc, c'est ce qui a été lancé. Donc, c'est les premières choses qui ont été faites. Et puis après, il y a eu tout un travail de maturation du projet avec, j'allais dire, l'ensemble des parties prenantes. Donc, il y a à la fois, j'allais dire, les politiques dont je fais partie, donc
des communes, à la fois la commune de l'Allier, puisque les terres sont situées pour l'essentiel sur l'Allier, mais également les communes proches, celles de Bru et puis de Compéan, de Rennes Métropole, bien entendu. Mais aussi, en fait, à Beaulieu 35, la Chambre d'agriculture, Terre de Liens, c'est le CIVAM et le STAPS, pour quelque part essayer de faire en sorte que Mérol soit on va dire une sorte de laboratoire exemplaire, en fait, en termes de transition agricole. Et oui, peut-être dans Donc, les… Bah, allez-y, oui, excusez-moi. je vais peut-être. Donc, où est-ce qu'on en est maintenant? Donc, en fait, ça aboutit à la rédaction d'un appel à manifestation d'intérêt. Appel à manifestation d'intérêt dans lequel on a extrait en fait la partie manoir parce que quelque part, vous voulez pas. L'objectif, c'est d'avoir des projets agricoles cohérents qui se suffisent à eux-mêmes, mais je veux dire, on ne cherche pas à les endetter, à leur mettre quelque part. Enfin, l'objectif, c'est qu'ils soient gagnants et que dans 10 ans, on puisse dire c'est une belle histoire. Et donc, la partie manoir sera l'objet d'un autre appel à projet. Mais là, l'objectif, c'est vraiment un objectif agricole. C'est pour l'ensemble des acteurs politiques la priorité. Et donc, l'appel à manifestation d'intérêt, en fait, un appel à candidature, donc ça devait être début juin. Donc, on a eu un jury et on a sélectionné, on est en cours de finalisation, mais là, on a 4 porteurs de projets qui ont été sélectionnés sur 13 candidatures, 14 candidatures au départ. Voilà. Sur quel type de production? Donc, on a des productions, on a un mélange, puisqu'on a des productions en maraîchage, 2 productions en maraîchage. On a des choses en fait qui sont en cours de confortation, donc je ne vais peut-être pas trop m'exprimer parce Oui, que si d'accord, jamais on n'aboutit pas, ce sera dommage pour le porteur de projet, ça bien sûr. me gêne un peu d'en parler publiquement. C'est vrai qu'on a, en fait, il y a toute une partie des terres qui correspondent pas en fait, pour lequel en fait c'est des terres humides, hydromorphes, donc l'objectif, c'est plutôt de les utiliser en prairie. Donc, ce qu'on cherche là, c'est plutôt des productions en fait, animales. Hmm. Donc, on a un porteur de projet en production animale parmi les présélectionnés, on va dire. Et puis, plutôt un projet, j'allais dire, de type de céréales et puis et autres. Qui vient compléter, j'allais dire, les 2 autres projets de maraîchage, quoi. Et dans l'appel à candidature, vous avez fait le choix de laisser assez ouvert sur la question du rachat ou de la location. Cette partie-là était assez ouverte. Vous voyez, l'objectif, c'est de ne pas fixer les choses et de faire en sorte que… Enfin, on essaye de se placer du point de vue des porteurs de projets et faire en sorte que les porteurs de projets aient à la fois les latitudes pour faire leur projet et que nous, quelque part, collectivité, on soit des facilitateurs pour que les projets, pour maximiser la chance pour les porteurs de projets pour réussir leur projet, quoi. Et selon les projets, ça peut être quelque part de la location au départ et de l'achat après, ça peut être de l'achat dès le départ. Enfin, on a laissé ça ouvert pour quelque part régler les curseurs avec les porteurs de projets. L'objectif aussi, c'est de faire en sorte que les projets se tiennent en propre, c'est-à-dire que chacun des projets se tienne, même si on cherche à avoir des complémentarités. Mais l'objectif, c'est que si jamais il y a un porteur de projet qui ne va pas au bout ou qui s'arrête pour des raisons X ou Y dans 5 ans ou 6 ans, ça ne mette pas en péril l'ensemble des porteurs de projets. C'est un peu cette alchimie-là qu'on cherche à régler. Mais on cherche à la régler en ouvrant la possibilité, donc en laissant ouvert. En fait, c'est pour ça que c'est un appel à une manifestation d'intérêt et pas un appel à projet au sens strict, parce que les choses sont moins définies et bien plus ouvertes que sur un appel à projet. Très bien. Merci pour ce témoignage. Je regarde si du côté de la discussion, on a des questions sur votre témoignage. Ne soyez pas réservés, n'hésitez pas à poser vos questions. Parce que sinon, j'en ai.
J'attends quelques secondes, le temps que des personnes tapent, si éventuellement. Moi, si ça ne vient pas, ma dernière question, ça serait dans les conseils aux communes qui sont là, qui ont peut-être des intérêts similaires. Est-ce que vous avez un peu des conseils sur les facteurs de réussite ou peut-être un retour sur les difficultés que vous avez rencontrées dans ce projet-là pour qu'elles puissent les éviter? Je pense que dans les facteurs de réussite, échanger avec les agriculteurs de la commune de façon régulière, même si quelque part c'est aussi des projets politiques, mais parce que ça ne peut fonctionner que si quelque part le tissu agricole est d'accord avec les projets qui sont menés, enfin en tout cas les voies d'un bon oeil, parce que c'est vrai que pour multiplier ce genre de projet, de toute façon, tout se tient, quoi. Et on a associé le tissu agricole de la commune, c'est vraiment important. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est peut-être effectivement ne pas être dogmatique, parce que là, c'est sûr que ça ne peut pas marcher. Et puis s'appuyer sur les acteurs, j'allais dire, de la profession agricole, c'est un point qui est super important. Merci, Monsieur Vichard et Madame Dupont qui rajoutent, et le très fort portage politique qui semble un facteur de réussite, et je sais qu'il est important à l'AIE. Effectivement, parce que il faut accepter que sur ces projets-là, on soit sur du temps long aussi, en fait. Et donc, ça veut dire qu'il faut traverser les mandats parfois. Très bien. Merci, Monsieur Vichard. On va passer au deuxième témoignage. Lise, je te laisse la main. C'est Madame Buin et Monsieur Coulon qui vont être invités à prendre la parole. Donc, je vous invite à activer vos caméras, vos micros. Donc, on part en Sarthe, on quitte la Bretagne pour aller en commune de Tresson. Bonjour. Voilà, donc Madame Buin, vous allez être la première à intervenir. Vous êtes maire de la commune. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre projet et puis mettre l'accent, s'il vous plaît, sur la gouvernance derrière le projet? Comment vous vous êtes décidé? Combien de temps ça a mis, etc. Bonjour. Nous sommes une petite commune rurale de 485 habitants. En fait, moi, je suis dans une AMAP depuis 12 ans et j'ai adhéré à la SIAP lorsqu'elle est arrivée en Sarthe. Donc, quand j'ai renouvelé mon adhésion il y a 5 ans maintenant, je me suis dit peut-être qu'on pourrait travailler avec eux. Donc, je les ai contactés et ils nous ont parlé de l'expérience qui se menait à Fillier, à côté du Mans, qui a été très intéressante. J'en ai parlé à mon conseil municipal et nous sommes allés là-bas, ils sont venus nous voir. En fait, nous n'avons pas cherché de foncier. Nous avons quand même fait le tour avec la SIAP, Terre de Liens et le GAP, de toutes les terres foncières éventuellement disponibles pour installer des maraîchers. Mais surtout, nous avions déjà des gens qui avaient une propriété d'une dizaine d'hectares qui n'étaient pas exploitants, mais qui quittaient leur propriété pour aller dans le bourg parce qu'ils étaient vieillissants et qui voulaient vendre tout, mais ils tenaient à le vendre à quelqu'un qui s'installerait en bio. Et donc, ça nous a bien aidés, mais on en a profité pour faire le tour de toutes les disponibilités foncières avec Jean-Luc Coulon qui va vous parler juste après moi. Et voilà, nous sommes allés voir tous les lieux possibles, on a discuté, échangé. Chez nous, on a la chance d'avoir encore une dizaine de sièges d'agri. Mais il n'y avait pas de maraîcher. Donc, implanter un maraîcher ne faisait que compléter ce qui était produit. Donc, ça, c'était très important de ne pas arriver en concurrence
Voilà, pour l'instant, ce que je peux vous dire. Donc, nous avons eu la chance, en fait, d'avoir deux jeunes paysans, deux jeunes étudiants qui sortaient de leurs études d'agronomie, qui ont entendu parler de notre recherche, qui sont venus vers nous. Donc, nous avons visité le lieu qui leur a tout de suite beaucoup plu. On les a mis en lien avec la SIAP, le GAP et Terre de Liens. Et là, aujourd'hui, ça c'était donc il y a 3 ans et demi, 4 ans. Et là, ils sont en stage paysan créatif parce que vous parliez du logement tout à l'heure pour les jeunes agriculteurs, c'est effectivement essentiel. Donc, ils ont acheté leur propriété, ils ont fait tous les travaux nécessaires dans le petit bordage qui était tout petit et puis très vieux. Ils ont fait un bel habitat quasi autoconsommant, autant en autoconsommation d'énergie et tout ça. Et là, maintenant, ils sont en paysan créatif chez 2 paysans, mais Jean-Luc va vous en parler bien mieux que moi. Et ils vont commencer à produire courant début 2023. Donc, nous, on est ravis de cette expérience. Notre petite cantine, évidemment, se fournira si c'est possible chez eux. Ils ont déjà fait des rencontres et c'est très attendu dans le coin où il y a de nombreux jeunes qui s'installent pour faire une complémentarité et travaillent ensemble. Voilà. Voilà. Et merci Madame Buin. J'aurais des questions, mais on va peut-être attendre le temps de questions. Vous avez fait une bonne transition avec Monsieur Coulon. Vous avez nommé la SIAP, les stages paysans créatifs, etc. Est-ce que Monsieur Coulon, vous êtes président de la SIAP 72, vous êtes aussi coprésident de la SIAP Pays de Loire. Mais qu'est-ce que la SIAP ? Et il a été question des communes qui sèment en bio, un programme, on a la plaquette là qui s'affiche, il est multi-acteur. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce programme qui existe en Pays de Loire, mais pas en Bretagne? D'accord, merci de cette présentation. Donc, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Parfait. D'accord. Je vais vous parler un petit peu de notre dispositif Les communes sèment en bio, mais également de nos structures qui sont accompagnantes de cette structure. Hein. On est à 3 structures pour accompagner les communes, c'est les communes sèment en bio, donc la coopérative d'installation en agriculture paysanne, la SIAP, Terre de Liens et le GAP 72. Donc, pour ce qui concerne la SIAP, donc coopérative d'installation en agriculture paysanne, en fait, on est une structure départementale et régionale où c'est un dispositif qui a été spécialement fait pour installer les jeunes, principalement non issus du monde agricole, pour mieux qu'ils s'intègrent dans le paysage rural, dans le paysage agricole. Et donc, ce dispositif existe depuis une dizaine d'années. Donc, maintenant, il est vraiment au point. On est reconnu organisme de formation et donc d'accompagnement à l'installation. Donc, voilà. Et donc, pour ce qui concerne les collectivités, donc, on a commencé sur les territoires à s'intéresser aux plus petites communes sartoises en se disant, là, c'est au plus proche des citoyens, au plus proche des petites collectivités, que là, on a une plus grande emprise et puis aussi des facteurs de réussite. Donc, et notre approche, elle est justement d'aller travailler à fond avec ces communes qui viennent nous voir. On recherche ensemble du financement pour pouvoir financer notre accompagnement. Et notre accompagnement, comme je le disais, s'appuie sur trois réseaux qui permet à la fois de jouir à la fois sur le foncier, à la fois sur l'accompagnement en installation et à la fois à travers le GAP sur la partie approche restauration collective, débouchés pour les futurs maraîchers ou producteurs de quelle que soit la production qui produit sur le territoire. Donc, c'était un peu ça notre approche auprès des collectivités, leur proposer une panel de choix en fonction de leur territoire. Donc, comme l'a dit Chantal, effectivement, notre but premier, c'est d'avoir un diagnostic sur le territoire.
Donc, ce que l'on fait en premier, c'est d'aller rencontrer tous les agriculteurs de la commune ou les propriétaires, un à un, accompagner des élus de la collectivité. Donc ça, on le fait avec le partenaire de nos associations, mais aussi avec des élus du territoire, ce qui leur permet aussi de mieux connaître, appréhender les questions agricoles que bien souvent des élus ne connaissent pas ou de près le monde agricole. Donc ça leur permet vraiment d'échanger et d'appréhender ces questions agricoles en ayant comme approche auprès des agriculteurs de dire la commune a envie d'installer des producteurs dans son territoire et êtes-vous intéressé par le dispositif vous-même ou connaissez-vous des gens qui seraient peut-être intéressés pour approvisionner la collectivité? Et aussi, on en profite pour rechercher du foncier. Donc, dans notre recherche de foncier, donc, quand on a fait le tour du territoire, on se réunit, on se dit, tiens, là, on a des possibilités sur le territoire à tel et tel endroit. Donc, une fois qu'on a posé ce diagnostic, qu'on a repéré du foncier, ensuite, on peut essayer d'aller rechercher soit des porteurs de projets qui sont issus du territoire ou pas. Donc, ça, c'est vraiment notre travail. Et ensuite, les collectivités ont pour projet justement de s'engager à acheter la production de ces producteurs-là. Donc, c'est un peu gagnant-gagnant à tous les niveaux. Et actuellement, le dispositif est accompagné financièrement par l'Agence de l'eau des Pays de la Loire et par la région Pays de la Loire. Donc, les collectivités abondent à une petite partie du financement. Et justement, ce financement nous permet à nous, les trois organisations, de faire aboutir ce projet. Donc, à chaque fois, on fait le point avec les collectivités sur l'avancement des recherches et également, on fait un point avec la population. On fait des réunions à la mairie ou dans la commune pour inviter les acteurs, les gens que nous avons rencontrés, mais également les gens de la population pour leur dire l'avancement des travaux et dire si on a quelqu'un qui est identifié pour s'installer dans le territoire, voilà, bientôt vous aurez affaire à cette personne qui viendra s'installer dans votre territoire, donc qui pourra vous présenter ses légumes, ses fromages, voilà. Un petit peu le dispositif que nous avons mis en place. Et ce dispositif s'appelle les communes SEMT en bio, parce qu'on avait l'objectif justement d'installer des producteurs et des productrices en agriculture biologique pour répondre un peu à la loi Egalim qui oblige les collectivités à s'approvisionner au moins à 20% un minimum de produits bio. Et ce dont on se rend compte, c'est que les collectivités avec lesquelles on travaille vont bien au-delà des 20% en bio et ils ont pour objectif de dépasser cet objectif-là, d'aller jusqu'à 40, 60, 80%. On a même une commune qui va aller jusqu'à 100%. Donc, voilà. Et donc, dans ce cas-là, c'est de pouvoir contractualiser directement la production avec le producteur. Merci. Jean-Luc, pour cet éclairage sur le dispositif qui nous fait rêver ici. Pourquoi puisqu'on a les mêmes structures, on n'est juste pas encore organisé pour le proposer systématiquement. On peut prendre des questions. Il y en a une qui arrive en direct. On s'était aussi dit avec Anne qu'on pouvait éventuellement en prendre à l'oral. Alors, on a une question de Mélanie Giraud, effectivement. Avez-vous une stratégie foncière agricole à l'échelle de l'ACOMCOM, de l'EPCI, et une feuille de route pour prioriser l'installation des porteurs de projets sur la commune? C'est peut-être pour Madame Buin, je ne sais pas. Madame Buin, oui. Madame Buin, est-ce que vous pouvez rallumer votre micro peut-être pour si vous avez des éléments de réponse? Non. Peut-être qu'elle s'est absentée 2 secondes. Je ne sais pas. Ou si vous avez des éléments de réponse, Monsieur Coulon, si vous savez, mais je sais. Alors, justement,
comme on est au plus près des collectivités, on travaille avec elles régulièrement par des rencontres, par des échanges et on travaille avec les élus. Effectivement, eux, sur leur territoire, le foncier, c'est pas leur priorité. Ils préfèrent déléguer la partie foncière auprès des agriculteurs qui veulent s'installer. En se disant, nous, on préfère privilégier la formation du cuisinier, l'accueil d'un porteur de projet, ok, mais de provoquer toutes les bonnes conditions, on a parlé du logement, toutes les conditions idéales pour accueillir des porteurs de projets sur leur territoire, mais la partie foncière, ce n'est pas quelque chose qui va de soi chez eux. Ils préfèrent déléguer et que ce soit les agriculteurs ou les agricultrices ou porteurs de projets qui s'emparent de ce sujet-là, de cette question foncière. Ok, intéressant. Et sur les 5, il y a eu 5 dispositifs, les communes Semtambio, c'est ça, hein? Alors actuellement, donc on s'est fait la main sur une commune qui s'appelait Filliers-sur-Sarthe. Tresson était la deuxième commune. Et là, actuellement, on a 3 communes sur les territoires du département qui sont rentrées dans le dispositif les communes Semtambio. Et donc là, maintenant, on va aller à la recherche de d'autres collectivités. Là, actuellement, on a un espace test, on va dire, pour la région et l'agence de l'eau. Pour l'instant, ils nous regardent un petit peu, ils suivent le projet avec nous en disant si ça marche bien, eh bien, on va pouvoir vulgariser ces choses-là, quoi. Donc, à ce jour, ça marche plutôt très bien dans les autres communes sur lesquelles on a commencé. Par contre, sur l'acquisition du foncier, c'est pas gagné. Il y a une commune où on peine à trouver du foncier. On a fait le tour de tous les agriculteurs, mais là, on bloque justement sur soit, comme on a dit tout à l'heure, les parcelles ne conviennent pas pour du maraîchage, soit elles ne sont pas disponibles ni adaptées à d'autres, ou trop petites, ou voilà, qui ne réunissent pas toutes les conditions pour assurer une installation. Merci. Je vous propose qu'on passe à notre dernier témoignage avec Bruded, qui va nous présenter deux exemples. Oui, je suis là. C'est Cécile qui se connecte, ouais. C'est ça. Donc, je suis là. Vous m'entendez? Oui, très bien. Merci. Okay. Cécile, on te propose… Bah oui, bah voilà, j'allais t'introduire. Tu es salariée du réseau Bruded. On te propose de présenter le réseau et puis ensuite d'enchaîner sur la présentation de 2 dispositifs. Voilà, à toi la main. D'accord. Merci. Donc, je vais venir vraiment compléter les deux témoignages qui ont eu lieu juste avant, dans lesquels j'ai retrouvé plein de points avec ce que je vais vous présenter. Donc, ça sera peut-être redondant, mais ça veut dire qu'il y a des points de convergence et donc ce ne sera pas par hasard. Rapidement, Bruded, alors, il y a une partie d'entre vous qui s'est inscrite par notre biais, donc vous nous connaissez, mais pour les autres, je reprends très rapidement. On est une association dont nos adhérents sont des collectivités, des communes essentiellement, qui sont engagées dans l'aménagement et le développement local et durable. Concrètement, on est donc un réseau d'échange d'expériences et l'objectif est de partager les expériences des premiers et de façon à ce qu'ils inspirent les seconds, à la fois dans des volontés, dans des démarches, dans des écueils aussi, puisqu'on n'arrive pas toujours à mener jusqu'au bout nos projets. Donc, on va s'appuyer sur les réussites et les écueils des expériences pour permettre aux suivants d'aller plus loin. Voilà. Concrètement, on organise des visites et des rencontres thématiques. On peut accompagner les élus dans leurs projets. Alors, on n'est pas des techniciens, on ne va pas se substituer ni au GAB, ni à la SIAP ou à d'autres experts. On va plutôt être présent pour accompagner les élus dans l'idée de bien définir leurs objectifs politiques et le rediriger ensuite vers des experts qui vont pouvoir les accompagner techniquement. Et enfin, en fait, on va valoriser des expériences et puis ensuite, on va les partager et les diffuser. Ce qu'on fait un petit peu aujourd'hui. On a 260 communes adhérentes, rurales, urbaines, littorales, beaucoup de rurales quand même, puisque 80% de nos communes sont de moins de 3000 habitants. Voilà, c'était pour vous donner les grandes lignes. Tu peux passer à la vignette suivante. Voilà.
Ma présentation, là, elle s'intègre dans un cycle. Donc voilà, je vous ai dit que l'un de nos modes d'action, c'était d'organiser des visites et des rencontres. Et en ce moment, là, entre septembre et octobre, on organise un cycle qu'on a appelé production alimentaire locale, pour lequel on a fait des visites. Il en reste encore une qui va avoir lieu dans 2 semaines. Et donc, j'ai identifié là sur toutes les visites qu'on a organisées dans notre cycle 2 exemples dont je vais vous parler juste maintenant. Donc, parmi les visites qu'on a organisées aussi, il y en avait une à Noliac, il y en avait une à Vannes. Donc, elles ont été évoquées là tout à l'heure, donc c'est pour ça que je ne suis pas revenue dessus. Et donc, je reviens juste sur 2 exemples qui sont donc à Lanvallée, donc dans les Côtes-d'Armor, qui est un site multi-activités agricoles, et puis à Saint-Georges-de-Rétambault, qui est donc dans le 35, dans le pays de Fougères, où c'est une ferme communale qui a été louée à un maraîcher. Donc là, on est vraiment sur 2 exemples qui entrent dans la catégorie déléguer la production. Hein, je n'ai pas pris d'exemple qui parle de la régie agricole, mais bien sûr déléguer la production. Je commence par Lanvallée. Je vais assez vite, vous prendrez le temps sur les questions si vous voulez après. Donc Lanvallée, à la base, la commune avait à disposition un foncier de 6 hectares en limitrophe du bourg. C'était pas encore en centre-bourg, mais en limitrophe de bourg. C'était un terrain qui avait été acquis par la commune pour pouvoir faire une salle polyvalente. Et puis, la nouvelle municipalité qui était arrivée en 2014, parce que c'est son 2e mandat, s'est dit, mais en fait, on se trouve de projets, des salles, on en a, et aujourd'hui, on a une autre envie, c'est d'encourager la production alimentaire. Donc, en fait, ils ont commencé à réfléchir sur ce qu'ils pourraient faire sur ces 6 hectares. La première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont tout de suite converti en bio, ce qui a été aussi cité par l'élu de l'Aillé, en disant qu'en commençant tout de suite à faire convertir en bio ces terres-là, ça permettrait aux porteurs de projets de pouvoir démarrer en bio directement, et donc c'est un petit peu plus facile pour favoriser une installation. Tu peux passer à la vignette d'après, si tu veux. Donc, la volonté de départ des élus de Lanvallée était de dire on a 6 hectares et on va faire de la régie maraîchère pour fournir notre restauration collective. Vous êtes nombreux sur cet objectif-là. Donc, en gros, entre les écoles et l'EHPAD, ça représentait 330 repas par jour. C'était leur ambition. Ils ont commencé un accompagnement en 2021, donc le projet est assez récent, avec des acteurs agriculture paysanne qui les a accompagnés sur vraiment une démarche générale. La MAP 22, qui est la petite sœur du GAB et qui travaille plus spécifiquement sur la restauration collective, et puis Terre de Liens, dont on a entendu parler de nombreuses reprises aujourd'hui. Ensemble, toutes ces structures ont travaillé avec la commune sur plusieurs scénarios, à se dire, voilà, c'était oui, pourquoi pas de la régie à 100%, à 80%, qu'est-ce que ça sous-entend, mais aussi d'autres scénarios sur, en fait, on peut aussi travailler sur de la transformation, on peut aussi contractualiser avec un maraîcher qui va s'installer avec une contractualisation sur les volumes nécessaires, plein de scénarios. Et puis finalement, celui qui a été retenu est celui de l'installation d'un maraîcher avec une contractualisation. Donc ça veut dire que la régie maraîchère a été mise de côté pour l'instant, ce qui ne veut pas dire que le projet est abandonné, mais la faisabilité semblait compliquée au vu des inconvénients dont tu nous parlais, Lise, tout à l'heure, et que voilà, pour démarrer, finalement, ils se sont dit que ça allait être peut-être plus facile. Et ils ont travaillé sur des critères, et notamment sur le fait d'installer et favoriser l'installation d'un agriculteur au lieu d'embaucher un agent municipal. Donc, leur intérêt était de créer un emploi indépendant, en fait, d'où le fait de partir sur un maraîcher. Le travail avec les partenaires leur a fait dire aussi que 6 hectares, c'était beaucoup trop par rapport à leurs besoins en termes de restauration collective. Et il y a eu d'autres opportunités qui se sont faites en même temps. Et donc, en fait, il y a un maraîcher qui travaillait des terres juste à côté, qui souhaitait s'agrandir. Il y a une productrice de fleurs qui est venue aussi solliciter la commune en disant « Moi, j'ai besoin d'une toute petite surface pour m'installer moi aussi ». Il y a aussi des jardins solidaires qui sont allés les voir en disant « Nous, on a un concept, on est des maraîchers bénévoles, on produit des légumes et on les offre au secours populaire ». Et enfin, une association qui avait envie de tester le principe de la forêt nourricière. Et donc, ils se sont dit comment on va pouvoir naviguer avec tous ces acteurs de façon à ce qu'ils se partagent ces 6 hectares.
Donc, bien que l'idée de départ était vraiment bien de contractualiser avec un maraîcher. Donc, ils ont lancé un appel à candidature en juin, et donc ils viennent de recruter une maraîchère qui va s'installer finalement en 2023, mais qui est déjà un peu dans le bain. Et puis finalement, via un bail rural, comme Lise, tu l'avais présenté, ils ont contractualisé à la fois avec cette maraîchère, à la fois avec le maraîcher qui voulait agrandir un peu sa surface, et à la fois avec la productrice de fleurs. Donc ça veut dire que finalement, ils concourent à l'installation de 2 personnes et à l'agrandissement d'un 3e. Puis, ils concourent aussi, avec une mise à disposition gracieuse de ces parties-là, à l'installation de jardins solidaires et donc de cette forêt nourricière. Ce sont des activités non lucratives, bénévoles et solidaires. Donc voilà, ils se sont dit que ça pouvait être aussi l'occasion, par ce biais, d'agrémenter en fait ce site de 6 hectares pour lequel finalement ils n'avaient pas besoin d'autant. Je rajoute juste quelques éléments de coût, parce que forcément, c'est des questions que vous allez avoir. Il a fallu aménager la parcelle, donc amener l'eau potable et l'électricité, 20 000 €. Le chemin d'accès carrossable qui était à 15 000 € aussi. En attendant d'avoir un bâtiment qui doit être construit, l'achat d'un container maritime, voilà, qui coûtait 4 000 et quelques euros. Et enfin pour l'instant, c'est un site qui n'a pas d'eau. Ils ont passé un été très difficile. Pour l'instant, il n'y a que les jardins solidaires et les fleurs qui étaient présentes, et l'été a été très, très compliqué pour eux, et donc il faut envisager aussi un forage qui coûte très cher. Voilà pour l'exemple. Est-ce que vous voulez poser des questions maintenant ou plutôt à la fin, ou je passe au deuxième exemple? Lise, c'est toi qui me dis. Je suis passée à la diapo suivante, Ouais. mais tu as une question, les jardins solidaires ont trouvé preneur. Oui, au contraire, c'est que ce sont l'association Les Jardins Solidaires qui ont sollicité la commune pour avoir ces terres-là. Et puis, en fait, c'est un monsieur qui a essaimé ça un petit peu, donc l'Envalée est autour de Dinan, et donc c'est un monsieur qui a essaimé ça autour de Dinan, et dès qu'il y a quelques 1000 mètres carrés disponibles, il implante le projet, il forme des bénévoles, et donc après, il contractualise avec essentiellement le secours populaire local, voire le CCAS de la commune, pour offrir les légumes. Vraiment, c'est une démarche qui est assez épatante, qui mobilise beaucoup de monde. On sent beaucoup l'enthousiasme. En tout cas, à l'Envalée, quand on est allé visiter le projet, on a vu beaucoup de bénévoles. On sentait qu'ils venaient partager quelque chose de concret. C'était très enrichissant. Et l'initiateur de ces projets-là aussi insiste pour que les bénéficiaires puissent aussi être bénévoles. Et donc, en fait, ça crée beaucoup de liens, où il dit que pour un bénévole, ça a du sens si le bénéficiaire est aussi présent. Et donc, on est vraiment sur un projet qui permet du lien social, du lien solidaire, avec une grande convivialité. Et c'était assez surprenant de voir ça le jour où on a visité la commune de l'Envalée. Et oui, mon collègue Guillaume me fait dire qu'effectivement, cette année était compliquée, mais l'année dernière, les jardins solidaires avaient déjà démarré, et sur leurs 8000 m², ils ont réussi à sortir presque 20 tonnes de légumes. Autant dire que je pense que ce sont des experts, parce que c'est quand même un très bon rendement. Ça n'a pas été le cas cette année. Voilà, l'année dernière, c'était le cas, et ça a été largement distribué et apprécié. J'enchaîne sur le deuxième projet, qui ressemble un petit peu au projet qu'a la commune de Laillé. Donc, c'est à Saint-Georges-de-Rétambeau. Et donc, c'est un projet qui est un peu ancien, parce que donc il date de 2009. La commune, à ce moment-là, historiquement, n'a pas de culture maraîchère. C'était beaucoup de l'élevage. Et donc, en fait, la commune avait à la fois envie de favoriser l'installation en agriculture biologique sur son territoire, et puis de développer cette activité maraîchère, ou comme Madame la maire de Tresson disait aussi, voilà, il n'y a pas de maraîchage chez nous, pourquoi pas le développer, ça n'entrera pas en concurrence. Ben là, c'était à peu près la même idée. Tu peux passer à la vignette d'après si tu veux. Et donc, en fait, il y avait une maison d'habitation avec 1 hectare 75, donc presque 2 hectares, qui était à vendre. Et donc, en fait, ne trouvant pas preneur, la maison allait partir en maison d'habitation. Et donc, les terres, il y avait un gros point d'interrogation sur les terres. Et donc, la commune s'est rapprochée de la SAFER en lui demandant de préempter le bien, en lui disant ben, ça va changer de destination, et en fait, nous, on aimerait vraiment que cette ferme avec ce bâtiment puisse continuer à avoir cette fonction agricole. Donc, la SAFER a préempté, puisque c'est dans ses cordes sur ce genre de profil. Et donc, la commune s'est portée acquéreuse.
Voilà, elle a recherché des porteurs de projets. Alors, je vais assez vite parce que c'est vrai que c'est un projet qui date un petit peu, mais en gros, elle a fait un appel à candidature, elle avait des critères. Elle a eu quand même essuyé quelques essais infructueux de personnes qui se sont installées avec des profils un peu légers et en fait, elles ont… et donc, en fait, ça n'a pas marché. Alors, un peu léger dans le sens où, en fait, ils avaient tellement envie que ça puisse réussir qu'à un moment, ils ont peut-être été moins exigeants sur certains critères. Et finalement, ça montrait bien que, voilà, il faut avoir quand même un projet solide, et y compris de la part des porteurs de projets. Et aujourd'hui, les locataires actuels se sont installés en 2012, donc ça fait 10 ans maintenant, et ils ont loué à la fois la maison et les terres, de manière dissociée, même si le tout allait dans le projet. Il fallait absolument louer la maison et les terres. Donc, la maison, voilà, ça ramène aussi l'élément autour du logement dont on a évoqué aussi tout à l'heure. Bon, voilà, donc là, ce sont des maraîchers qui se sont installés, maraîchage diversifié, des plantes aromatiques, de l'arboriculture, des petits fruits, de la cueillette sauvage, de la transformation. Voilà, ils se sont développés sur pas mal d'activités. Et ils ont bien trouvé leur place sur la commune. Donc là, il n'y a pas de contractualisation de façon à ce que la commune va acheter les denrées fournies par la ferme. Donc là, on est sur, on a la ferme, la commune a simplement installé quelqu'un sur cette ferme et a facilité son installation par le fait que le loyer de la maison soit attractif, que le bail rural environnemental n'est pas très onéreux non plus. Donc en fait, ça a facilité la viabilité du projet en permettant une installation avec des loyers attractifs. La commune achète des produits de manière sporadique, mais voilà. Elle sollicite la ferme pour des visites aussi pédagogiques, voilà. Elle a aussi labellisé les terres, ces terres communales, de façon à faciliter la cueillette sauvage des paysans. Alors ça, c'est un point que j'ai voulu prendre. Je n'ai pas beaucoup de détails dessus, on pourra revenir si vous en avez besoin. En tout cas, c'était une façon de concourir aussi à l'installation et au projet, c'est aussi de se convertir la commune elle-même en bio. Et enfin, la commune a un petit studio communal et accepte très volontiers de le louer aux stagiaires de la ferme. Donc, faciliter encore une fois le logement pour les personnes qui s'installent. Donc voilà, la commune n'achète pas les denrées, mais facilite à plusieurs égards en fait la vie de cette ferme qui, donc voilà, maintenant se sont installées depuis 10 ans. Donc on peut imaginer que s'il dure comme ça, c'est que ça doit être facile pour eux. D'un point de vue des coûts, l'achat de la ferme a coûté 100 000 €. La rénovation de la maison s'est faite principalement en régie avec les agents techniques. Voilà, et hors main-d'œuvre, donc la rénovation de la maison a coûté 40 000 €. Et puis, il faut savoir que donc, la commune, en louant en fait les terres et la maison, lui revient annuellement 5 000 €. Voilà, donc on peut imaginer au bout d'un certain nombre d'années qu'elle peut retrouver aussi ses billes. Donc, ce n'est pas non plus qu'à perte. Voilà. Lise, tu peux passer à la vignette suivante. Ça va être rapide maintenant. Ça y est, je passe à la vignette et en fait, Super. on aura à peine le temps des questions parce qu'on approche de la fin. Donc, j'invite tous les participants à les poser dans le fil de la discussion pendant que tu conclus. Ouais. En fait, c'est une petite synthèse qui va peut-être synthétiser aussi tout ce qu'il y a pu se dire. Ça n'a pas vocation à être la conclusion du webinaire, mais en tout cas des témoignages. En synthèse, nous, on a identifié via les projets, alors je vous en ai présenté 2, mais de fait, on en a plus. Quels sont les objectifs en fait, à pouvoir encourager et installer une agriculture. Donc voilà, donc, vous les avez sous les yeux. Je les reprends rapidement, mais voilà, c'est installer des agriculteurs, favoriser l'alimentation en circuit court, sécuriser l'approvisionnement en restauration collective, outils pédagogiques, lien social, remettre en culture des terres délaissées quand on est sur des friches, l'emploi, l'économie. Donc voilà, ce sont des objectifs que vous avez donnés au début du webinaire. Ce qui est rigolo, c'est que moi, j'ai écrit ça en parallèle, donc on se retrouve là-dessus, ce qui me conforte un petit peu dans notre analyse. Des modes d'action diversifiés, effectivement, soit on peut acheter de la terre par la collectivité, on peut le faire porter en régie ou pour du privé aussi. Et puis la dernière vignette, après j'ai fini. Ah, elle ne veut pas. Attends. Là, tu es sur la dernière. Oui, voilà. Et donc, dans les éléments de méthode, on revient sur l'idée qu'il faut une volonté politique forte, ce qu'on a entendu aussi sur les précédents élus. Le fait de se faire accompagner pour à la fois bien définir sur le projet, mais le mettre en œuvre. Et là, on a cité des exemples d'acteurs qui peuvent accompagner. Et puis, communiquer sur les acteurs du monde agricole. Vous l'avez dit aussi, mes prédécesseurs, sur le fait que la réussite, elle était aussi de savoir bien intégrer son projet
parmi le monde agricole existant. Et ça, c'est très, très important. Et puis, les points clés et les points d'attention. Donc, l'accès au foncier, ce n'était pas le but du webinaire, mais malgré tout, c'est quand même une grosse étape. Prendre en compte les aspects techniques, le coût et la faisabilité. Alors, le GAB a aussi présenté des aspects agronomiques, mais nous, d'un point de vue Bruded, on est moins au point. Les accès à l'eau et au réseau. Voilà, on a vu qu'à Lanvallée, c'est un gros point difficile aujourd'hui, mais qu'ils vont atteindre dans quelques temps. Les bâtiments agricoles, la constructibilité de la parcelle, les voiries, voilà, il y a des choses qui se comptent aussi sur les projets. L'accès au logement, on l'a dit et répété, je ne vais pas revenir dessus. Travailler les débouchés, il faut absolument que ce soit des projets qui soient viables, même si une régie ne doit pas être bénéficiaire, elle doit quand même avoir une certaine viabilité, parce que sinon c'est un petit peu difficile de porter ces projets-là à long terme. Et puis de fait, quel que soit son soutien, la commune doit suivre les projets en cours. Mais j'ai l'impression de répéter des choses qui ont déjà été dites. J'ai fait très vite, j'espère que ça va. Je vous écoute maintenant. Eh ben, on va s'autoriser peut-être une petite question. On a une question de Juliette Chevalier. Quel est le délai moyen entre le choix du porteur de projet et la signature du BRCE? Ouais. Là, par exemple, je peux donner l'exemple de Lanvallée, parce que c'est le dernier, c'est surtout celui que j'ai en tête. Ils ont lancé leur appel à candidature au mois de mai. Au mois de juin, ils avaient retenu une maraîchère et elle va s'installer définitivement en mars 2023. Donc là, c'est très court, mais c'est une personne qui avait déjà fait qui était déjà dans des démarches d'installation, donc elle avait déjà le diplôme requis de PREA. Et là, en fait, une fois que maintenant elle est en train de s'installer, elle est surtout en train de finaliser ses derniers stages qui sont stages 21 heures qui va lui permettre de pouvoir s'installer. Elle termine, elle aussi, en fait, un temps de paysan créatif avec la CIRC aussi. Donc voilà, elle est encore en train de finir aussi sa formation. Donc entre juin et mars prochain, ça fait 9 mois, c'est relativement court, sachant que maintenant elle sait qu'elle va s'installer là et qu'elle est déjà présente et qu'elle continue à mûrir et à préparer son projet. Ok, merci Cécile. On va s'arrêter là sur les questions. Anne, je vais te laisser la main pour la conclusion du webinaire. Cécile, tu nous en as fait une bonne synthèse. Merci. Complètement. En conclusion, nous, on voulait surtout vous remercier d'avoir été présents. Il y a beaucoup de monde, ça a intéressé beaucoup de monde. On espère qu'on a pu vous apporter des exemples et quelques éléments de méthodologie qui peuvent vous aider. N'hésitez pas à nous contacter dans les structures de chaque département. Voilà, je pense que Lise va remettre le nom des différentes personnes dans les GAB que vous pouvez contacter là-dessus. On vous fait juste parvenir un petit sondage parce que pour nous, c'est important de savoir si ce webinaire a répondu à vos attentes. Voilà, par rapport à ce que vous veniez chercher. Est-ce que c'est des attentes dépassées? Voilà, plutôt tout à fait, plutôt pas. Pour nous, c'est important de savoir si ça vous a convenu. Et sinon, on vous remercie. On vous souhaite un très beau week-end. Merci à Bruded aussi d'avoir été partenaire sur ce webinaire, d'avoir fait venir plein de monde. Merci à tous de votre participation. Je laisse le sondage défiler, le temps que les gens répondent et puissent s'en aller vers d'autres aventures. Ah voilà, on est à 100%, donc je publie les merci. résultats. Merci, ouais. On a Bruded qui nous rappelle une prochaine date. La ferme de Saint-Georges qui nous a été présentée est à visiter le 28 octobre. Oui. Et donc, on vous enverra les liens vers le replay, les liens que j'ai présentés au début pour les différents outils, cratères, parcelles, la carte du parcellaire bio, les liens vers les fiches Bruded, tout ça dans un mail à venir. On a 70% des participants qui sont tout à fait satisfaits. Donc, on a une satisfaction sur le contenu du webinaire. N'hésitez pas, les personnes qui ont mis plus tôt, voilà, s'il y avait des choses qui vous ont manqué,
à nous le mettre dans la discussion pour qu'on comprenne en fait aussi qu'est-ce qui vous interroge là-dessus et ce que vous aimeriez creuser. C'est exactement ce que j'allais dire. On veut savoir pourquoi. Merci. Anne, oui, je vais essayer. Je publie là une sélection des outils que Anne a présentés en première partie du webinaire. N'hésitez pas à les consulter vous-même.